Faucon Millennial vous présente Faucon Review, l'émission sur les livres et les comics Star Wars. Préparez-vous une tisane, installez-vous confortablement. Bonne lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Faucon Review, la célèbre émission du podcast de Star Wars le plus historiquement accurate de la galaxie. Je suis Adrien et je suis accompagné aujourd'hui de notre invité Lane Hangsu. Salut Lane. Salut Adrien. Comment tu vas? Bah ça va très bien, crevé mais en forme, c'est la semaine de sortie d'Outlaws donc moi je suis heureux. Est-ce que t'as commencé à y jouer? Oui, j'avais même la précommande là avec 3 jours d'avance donc ouais, ça fait déjà pareil, quelques jours que j'ai pas eu le temps. dessus. Est-ce que tu aimes? Oui, pour l'instant c'est très sympa, il y a des mécaniques assez originales dans le jeu que j'ai hâte d'approfondir. Moi je pense que je vais passer des heures et des heures à jouer au Sabacc. C'est pas la première fois que t'as invité chez nous, hein. On va rapidement te présenter pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas. Lane, tu es un immense fan de Star Wars depuis toujours et tu gères la rubrique littérature de Star Wars Universe, hein, le fameux fansite français. Et du coup, tu as écrit un grand nombre d'articles pour le site, justement. T'es un spécialiste des univers étendus, si bien qu'en France, beaucoup te considèrent comme étant un historien de la galaxie lointaine. Est-ce que j'ai tout bon? Oui, t'as absolument tout bon. J'ai commencé avec l'univers Legend qui a été mis de côté lors du rachat et aujourd'hui je continue avec l'univers canon qu'on connaît depuis 2014-2015. Donc oui, j'ai tous les livres à la maison et je vais pas dire que je les connais tous par cœur, mais en tout cas je sais où dénicher la moindre information. Ces dernières semaines, tu as écrit 2 articles sur le dernier livre de l'historien Chris Kemshall, Rise and Fall of the Galactic Empire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Rise and Fall of the Galactic Empire est un reference book, enfin, pas vraiment, mais on va en parler un peu plus tard, publié, alors, début juillet 2024, par Darling Kindersley. Tu vois. Et du coup, tu vois, c'est ça? Ouais, non, mais grâce à toi, je découvre enfin ce que veulent dire les lettres DK de cette maison d'édition. Moi, j'ai toujours dit voilà. DK, donc c'est Darling Kindersley. Ok, très bien. Alors, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Référence Wikipédia, hein. Vraiment, j'ai pas non plus... Je me doute, mais j'ai un certain nombre de leurs livres à la maison et j'ai toujours dit DK. Et bah ouais, bah du coup, maintenant tu sauras, incroyable. Et on apprend des choses chez Faucon Millennial, là. Mais oui. Magnifique. S'inspirant du livre pionnier The Rise and Fall of the Third Reich, Kemshall y raconte comment l'Empire est arrivé, a assis sa domination et les effets qu'il a eu sur la population galactique. Très brièvement, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Lane, me parler, si tu le sais, des éléments dessus, de l'auteur, Dr. Chris Kemshall? Je pense que tu le connais un peu mieux que moi. Ce que j'en sais, donc, c'est que c'est un historien spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui a écrit un premier livre de référence dans l'univers Star Wars, qui étudie un peu les aspects politiques de l'univers Star Wars, qui fait des parallèles avec notre propre monde et celui de la galaxie Star Wars. Et là, il revient donc avec ce livre un peu particulier, même si on va voir que la politique, en tout cas la nôtre, n'est pas loin derrière. Absolument. En fait, Chris Kemshall, j'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois dans des colloques internationaux en ligne. Notamment au Remembering Resistance, si c'est ça, je crois, 3, dans lesquels j'ai participé, même je faisais pas qu'assister, mais j'ai participé également. Et après, je l'ai croisé au De Paul Pop Culture Conference le 4 mai dernier. C'était super intéressant et à chaque fois, en fait, on voit bien que vraiment Chris Kemshall, même s'il a un background d'historien de la Première Guerre mondiale et d'histoire des guerres et des militaires de manière générale, Chris Kemshall gravite en fait complètement autour de la sphère universitaire de Star Wars. Et c'est quelqu'un de très important, tu l'as dit, qui a écrit pas mal de choses dessus. Moi à la maison, forcément j'ai acheté
The Rise and Fall of the Galactic Empire, même si je l'ai pas encore lu, je vous avoue. Mais j'ai également son premier livre sur Star Wars, qui s'appelle The History and Politics of Star Wars, Death Stars. Je reprends. J'ai pas le sous-titre, je connais juste The History and Politics of Star Wars and Democracy. Ok. Voilà. Donc c'est un livre que je trouve absolument génial, que je conseille à tout le monde, parce que Chris Camshall, c'est un universitaire, mais un universitaire qui écrit bien. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui écrivent mal, et c'est dur des fois de lire des livres scientifiques, mais Camshall écrit vraiment très bien, et c'est un immense passionné de Star Wars. Il a également écrit un reference book avec Jason Fry, Cole Hurton et Amy Radcliffe, qui s'appelle Star Wars Battles That Changed the Galaxy, qui est sorti en 2023, je crois, c'est ça, hein? Alors celui-là, je ne connais pas. Non, 2021, d'accord, c'est beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Sorti le 2 novembre 2021 aux US. Donc voilà. Et donc il revient avec ce dernier bouquin, Rise and Fall of the Galactic Empire, qui quand même fonctionne très bien, j'ai l'impression. J'en entends beaucoup parler sur Internet. Et de fait, on va en parler aujourd'hui. Est-ce que, tout d'abord, Lane, tu veux bien me parler de la structure de livre qui est quand même assez particulière? Oui, tout à fait. C'est pratiquement, allez, je vais dire pratiquement, la première fois qu'on a ce type de livre. On est à la fois sur donc un ouvrage de référence, ce qu'on appelle vulgairement un peu un guide sur l'univers de Star Wars, même si là on est plutôt dans de l'analyse, un guide dans l'univers de Star Wars, pardon. Mais là on a un guide qui a été écrit donc par le docteur Chris Camshall, mais qui a été écrit aussi par le docteur Beaumont Keen, qui est un personnage de l'épisode 9. Et c'est là qu'on a vraiment un ouvrage unique en son genre, puisque chez nous, le livre est écrit par Chris Camshall, mais on peut se dire que dans la galaxie Star Wars, le livre est écrit par Beaumont Keen, qui est aussi un historien. Et ce qui est original, c'est que vraiment pour la première fois, on a deux auteurs. On avait déjà eu des livres qui se passaient, on va dire, dans la galaxie Star Wars, qu'on pouvait trouver dans la galaxie Star Wars. On a par exemple le Manuel Jedi, qui est un livre qui est partagé par les Padawan dans les différents temples Jedi. On a des livres de contes que les habitants de la galaxie lisent à leurs enfants pour qu'ils s'endorment. Ces livres existent, je les ai chez moi, d'autres les ont chez eux, mais ils existent aussi dans la galaxie Star Wars. Mais ces livres n'avaient pas vraiment d'auteur, ou en tout cas l'auteur ne se mettait pas à la place d'un personnage de la galaxie Star Wars pour écrire son livre. Aujourd'hui, on a ce livre donc de Chris Camshall, où il se met à la place d'un personnage de la galaxie Star Wars qui est lui aussi historien, pour livrer son analyse. On peut presque dire que il utilise ce biais pour donner de la crédibilité à son livre, ailleurs que dans notre monde. Dans notre monde, le livre a de la crédibilité. C'est un docteur, c'est un historien. Dans la galaxie Star Wars, il donne de la crédibilité à son livre grâce au docteur Beaumont Keen. Finalement, est-ce que le livre t'a fait aimer ce personnage? Ce qui est vraiment paradoxal, c'est que j'aimais déjà le personnage de Beaumont Keen. Ouais. Pas grâce à l'épisode 9, parce que c'est compliqué de l'aimer grâce à l'épisode 9. Puisque dans l'épisode 9, pour vous reconnaissiez un peu ce personnage et vous allez tous faire « Ah oui, c'est vrai !» C'est le personnage qui dit que oui, si Palpatine est de retour, c'est qu'il a dû utiliser de l'alchimie Sith. Voilà, c'est à peu près la seule ligne qu'il a dans le film. Ensuite, on le voit combattre sur le destroyer du Premier Ordre à la fin avec les chevaux là qui courent sur la carlingue. Ce personnage a eu toutes ces scènes. Alors, me demandez pas si elles ont été coupées au montage ou si elles ont été coupées du scénario, mais de base, ce personnage devait avoir plus de scènes, puisque ce personnage est un historien, je le répète, spécialisé en histoire Sith.
Donc s'il est spécialisé en histoire Sith, c'est normal qu'il s'y connaisse et c'est normal qu'il ait cette petite phrase sur le retour de Palpatine. C'est son sujet, donc il imagine très bien que Palpatine a pu utiliser de l'alchimie Sith pour revenir suite à son décès apparent dans l'épisode 6. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Malheureusement, le film ne nous fait pas ressentir cette chose. Si on veut vraiment ressentir toutes les connaissances de ce personnage et voir que son rôle aurait pu être plus fourni, il faut se rabattre sur soit le guide de l'épisode 9, soit vers la novélisation de l'épisode 9 qui rajoute quelques scènes pour ce personnage. C'est l'un des seuls persos canon de chercheurs, en fait, de scientifiques, non? Alors, des scientifiques sciences, vraiment physique chimie, oui, on va grossir, il y en a. Côté en sciences de l'homme, ouais. Voilà, côté histoire, on va dire, il faut se rabattre uniquement sur les comics Aphra, ou dans des flashbacks par exemple, on la voyait à l'université, donc quand elle étudiait l'histoire. Après Aphra, pour ceux qui la connaissent, elle est devenue, on va dire, archéologue / criminelle. Aphra, c'est simple, c'est les méchants archéologues dans les films Indiana Jones. Pas Indiana Jones qui veut trouver les artefacts et les donner pour un musée, ceux qui veulent trouver les artefacts et les vendre. Ça, c'est Aphra. Donc le seul rapport qu'on avait par rapport à l'histoire, voilà, c'était Aphra, qui hésitait pas de temps en temps à aller voir des professeurs en histoire ou des docteurs en histoire pour avoir des informations dans ces différentes quêtes à l'artefact. Mais là, on a vraiment un vrai historien, en tout cas un historien qui applique réellement son domaine d'expertise. Du coup, pour bien comprendre, hein, le livre dresse le parallèle entre notre réalité et la réalité intradiégétique de Star Wars, hein, l'univers de Star Wars, par le biais d'un historien, en fait. Oui, c'est plus subtil que ça. Si on veut vraiment avoir un livre qui dresse le parallèle entre notre réalité et celle de Star Wars, il faut lire le premier livre du Dr. Chris Kemshall. Ouais, The History and Politics of Star Wars. Voilà, ou lire le livre de Thomas Negaroff, Le côté obscur de l'Amérique, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a beaucoup, hein, des livres comme ça qui ont été écrits sur... Je cite celui de Thomas Negaroff parce que comme il est français, son livre est en français. Bien sûr. Et on le trouve... Même c'est un des plus connus, hein. Voilà. Ouais. Et on le trouve chez nous. Thomas Negaroff, qu'on voit très régulièrement à la télé, plus pour commenter l'actualité que pour parler de ses livres qui parlent de Star Wars, mais voilà. Il faut savoir que Thomas Negaroff a écrit un livre où il analyse le côté politique de Star Wars. Donc si on veut des parallèles entre la galaxie Star Wars, la politique de la galaxie Star Wars et la politique de notre monde, il faudra plutôt aller voir ces ouvrages-là. Ce que fait ici l'auteur, c'est que les parallèles, il les fait, mais il les explicite pas. Il va utiliser tout un tas d'arguments, d'exemples, de mécaniques, où à la lecture, on va se rendre compte que ça résonne dans nos têtes, ça résonne dans nos cœurs, ça résonne avec ce qu'on entend à l'actualité, ça résonne avec ce qu'on entend à la radio, ça résonne avec ce qu'on voit dans nos pays, au sens large, pas que la France. C'est de la métaphore, c'est pas direct, c'est pas un moment il va faire une phrase et il va dire exactement comme c'est arrivé aux États-Unis. Non, il faut pas, que ça n'existe pas les États-Unis dans Star Wars. Exactement. Du coup, ils doivent bien s'adapter. Il faut pas oublier que c'est un livre qui existe dans la galaxie Star Wars. Donc parler des États-Unis dans la galaxie Star Wars, c'est pas possible. Donc en fait, ce que va faire l'auteur, c'est qu'il va s'appuyer sur tout un tas de faits connus de l'Empire, puisque c'est le sujet du livre, puis du Premier Ordre, puisque c'est les derniers chapitres du livre. Il va s'appuyer sur tout un tas de faits connus, et va se dire, comment ces faits-là, qu'on a pu rencontrer dans des films, dans des séries, dans des bouquins, dans des jeux vidéo, peuvent coller avec l'actualité de mon pays. Et c'est ce qu'il va faire brillamment pendant tout le livre. Et ben justement, brillamment, j'allais te demander ton avis. Est-ce que tu as aimé ce livre ? Oui, déjà par la structure que j'ai vraiment adoré, le fait d'avoir deux auteurs finalement, un dans la galaxie Star Wars et un chez nous, c'est
c'est révolutionnaire, j'adore cette manière de faire un guide. Et là où le guide m'aurait peut-être un peu plus ennuyé sans ce procédé, notamment parce que il y a des choses que le guide ne peut pas dire, soit parce que c'est des faits dont seul Palpatine avait la connaissance, donc c'est difficile pour un historien d'écrire un livre sur l'Empire et Palpatine s'il y avait des choses que seul Palpatine savait. On aurait perdu le côté immersion. Ah ouais, donc c'est autant immersif que ça alors du coup. Oui, si l'historien ne peut pas savoir quelque chose, il ne le dira pas. Ah parce que moi je pensais justement que il allait tricher un peu, tu sais qu'il allait rendre un peu Bomonkin omniscient, tu vois. Mais pas du tout en fait, c'est super intéressant. Non. Par moment, alors il y a beaucoup de notes de bas de page où ça dit par exemple voir tel rapport de l'Empire. Bien sûr le rapport on l'a pas. On peut pas, c'est très drôle. On peut pas aller le voir. Ou voir la biographie sur l'amiral Thrawn. Alors la biographie sur l'amiral Thrawn, on l'a pas non plus. Ah ouais, donc attends, en fait, du coup, il joue même avec les codes de la science. Oui. Pour faire un livre de fiction, en fait. Oui, il met ses références. À la fin, il y a. C'est génial. À la fin, il y a une. Pas une bibliographie, là où tu mets c'est ça, une bibliographie. Non, la bibliographie, elle y est pas, mais à la fin, t'as, tu sais, la liste des mots qui reviennent beaucoup dans le bouquin. Un index, merci. Ouais. Donc à la fin, il a mis un index. Donc par exemple, si vous dites, tiens, est-ce qu'il va parler de la Haute République? Vous allez voir l'index. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu High Republic et j'ai vu que c'était mentionné à une page ou deux. Par exemple. C'est fou, c'est vraiment incroyable. C'est fantastique, mais vraiment, moi j'ai hâte de lire, pour te dire, il est dans ma bibliothèque, je l'avais précommandé. Je l'ai pas encore lu, mais là, ce que tu me racontes, c'est incroyable. Le format est incroyable. Et par exemple, pour donner un dernier exemple sur ce procédé qui est original, qui normalement m'aurait frustré, mais là m'a pas frustré, quand il parle de l'amiral Thrawn, et de son retour dans la galaxie, qui devrait être visible dans la suite de Mandalorian, Grogu, Ahsoka et compagnie, il peut pas raconter la suite, puisque les séries, les films ne sont pas sortis. Donc il va mettre une petite phrase qui dira que tel historien a travaillé sur le sujet, mais que son rapport est encore classifié, donc il ne peut pas en parler dans ce livre. C'est incroyable, c'est vraiment bien foutu. C'est comme tu dis, ça a l'air d'être révolutionnaire, quoi. C'est ça, c'est plein de petits subterfuges pour ne pas trop en dire, mais derrière, comme il y a quand même des choses qui doivent être dites, il va beaucoup s'appuyer sur le fait que comme il est historien en histoire Sith, et que suite à la bataille de l'épisode 9, la résistance a pu battre l'empereur sur Exegol, et Kim Bomonkin est sur Exegol en train de faire des fouilles. Il est en train de faire des fouilles dans le bastion Sith qu'avait l'empereur. Et en faisant ces fouilles, il retrouve tout un tas de rapports qui avaient été faits sous l'Empire et dont l'empereur avait été mis au courant. Donc l'empereur avait gardé tous ces rapports et il peut avoir comme ça un certain nombre d'informations que sinon il n'aurait pas pu avoir pour écrire son livre. Et il le dit dans l'introduction, c'est grâce à tous ces rapports, à toutes ces informations qu'il déniche sur Exegol. Il y a aussi des rapports sur les expériences que fait l'empereur. Et grâce à ces informations-là, il dit qu'il peut écrire son livre. C'est trop cool, ok. Et du coup, la forme, tu t'as adoré, mais le fond, est-ce que t'as aimé le fond aussi? Donc le fond, finalement, il y a pratiquement aucune information qui sont inconnues. Si vous lisez tout, si vous regardez tout, si vous jouez à tout, vous connaissez déjà à peu près toute l'histoire de l'Empire, en fait, et celle du Premier Ordre. Donc, le livre nous apprend rien. Il y a quelques petits noms balancés à droite à gauche, des nouveaux personnages au sein de l'Empire, certains organes administratifs, etc., qui sont balancés, mais on n'est pas sur de l'histoire avec un grand H. Donc finalement, l'intérêt derrière, c'est de voir comment il va. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais il va être bien, mais il est pratique. Comment il va un peu tordre ce qu'on connaît de l'Empire pour l'adapter à des faits chez nous. Donc, pour donner un exemple, on sait que l'Empire est raciste. Non, pas raciste, xénophobe, pardon. Ce qui est l'équivalent du racisme dans la galaxie Star Wars. Et donc, il va mettre des exemples
Comme ça, il va dire, bah oui, donc l'Empire est xénophobe. Par exemple, l'Empire fait des contrôles aux faciès. L'Empire refuse des locations de logement à certaines races. L'Empire refuse des métiers à certaines races. L'Empire va faire des écoles uniquement pour les humains. L'Empire va vouloir enseigner une seule langue à l'école. Et donc, derrière le fait déjà connu que l'Empire est xénophobe, il va mettre des exemples de racisme qu'on rencontre chez nous. C'est pour ça que je dis qu'il tord un peu une information qu'on connaît déjà sur l'Empire. Il la réutilise, quoi. En fait, oui. Il joue avec, quoi. C'est ça, il joue avec, en utilisant des exemples qu'il va adapter à la galaxie Star Wars, mais qui existent chez nous si on change un mot ici et là. Un exemple les plus flagrants, c'est il fait tout un point sur les Trandoshan, donc cette race un peu qui apparaît comme violente et qu'on voit uniquement dans le monde criminel, et il va dire justement c'est à cause de l'Empire, parce que l'Empire va refuser aux Trandoshan des travails, va refuser des logements, va s'arranger pour qu'ils vivent uniquement entre eux, ils vont en un peu ghetto, c'est ça, un peu les parquer. Ensuite il suffit de les accuser de communautarisme puisqu'ils vivent qu'entre eux, de les pointer du doigt. Et au-delà de ça, l'Empire va les afficher dans tout un tas de productions, que ce soit, on va dire, cinématographiques ou aux informations ou dans des posters de propagande, va afficher les Trandoshan uniquement comme des criminels. Donc, les jeunes Trandoshan qui vivent entre eux, subissent des contrôles aux faciès, se voient refuser tous les métiers, se voient refuser des logements ailleurs que dans les endroits où on les a parqués entre eux, et ont comme modèle, que ce soit au cinéma, à la lecture, ou tout simplement dans les médias, uniquement des modèles comme quoi ils sont des criminels, et ben la seule chose que vont vouloir faire les adolescents Trandoshan, c'est devenir des chasseurs de primes, des trafiquants, des contrebandiers, etc., etc., etc. Et une fois qu'ils le deviennent, et ben l'Empire peut les pointer du doigt en disant, bah vous voyez, on avait raison. Ouais, d'accord. Et putain. Et donc tout ça, moi à la lecture, ce que je vois là, c'est ce qui se passe dans les cités en France, par exemple. Bah bien sûr, mais partout dans le monde occidental en vérité. Hein. C'est ça. Donc on remplace Trandoshan par personnes de couleur ou personnes arabes qu'on force à vivre entre elles, qui dans tous les films qu'on voit à la télé ou dans les chaînes d'infos en continu sont uniquement, tous les faits divers qu'on voit à la télé sont uniquement ceux où le crime a pu être commis par une personne de couleur ou une personne arabe. Et ben les enfants, en grandissant, le seul modèle qu'ils ont pratiquement, c'est ça. On le rappelle, chez Faucon Millennial, on emmerde le Front National. C'est important de le rappeler matin, midi et soir. T'as bien raison. Écoute, trop cool. Donc du coup, t'as vraiment aimé ce livre, du coup. Ah oui, c'était passionnant et il a un dernier point qui est peut-être le plus important de son livre, c'est qu'il dit qu'en tant qu'historien, donc Beaumont Keen, mais lui aussi Chris Kemshol, ils ont échoué puisque le Premier Ordre a su émerger des cendres de l'Empire. Et normalement, si les historiens avaient bien fait leur travail, la galaxie aurait dû être dégoûtée des idées fascistes de l'Empire et ne plus jamais se tourner vers ce genre de gouvernement, ce genre de gouvernement autoritaire. Et donc il dit qu'en tant qu'historien, ils ont échoué parce qu'ils pensaient que les horreurs de l'Empire suffisaient à dégoûter les gens de se tourner de nouveau vers des idées extrême droite. Voilà, des idées extrêmes. C'est pour ça que les historiens, il le dit lui-même, les historiens de la galaxie ont, suite à l'Empire, fait des ouvrages qui listaient les horreurs de l'Empire, au lieu de faire des ouvrages qui décrivaient les mécaniques d'apparition de l'Empire, les mécaniques d'exploitation de l'Empire, ce sur quoi l'Empire se basait pour exploiter la galaxie finalement. Et que comme ils n'ont pas appris de ces mécaniques, quand ces mécaniques ont ressurgi, eh ben ils ont laissé faire.
Et donc c'est pour ça qu'ils ont échoué. Et donc il y a tout il y a tout un point qui porte sur l'enseignement à tirer de ces deux échecs qu'ont été l'Empire et le Premier Ordre. Qu'il faut pas seulement regarder les horreurs, mais aussi regarder comment l'Empire a pu être mis en place pour empêcher de nouveau ces mécaniques d'avoir lieu à l'avenir et empêcher tout nouveau gouvernement autoritaire, fasciste dans la galaxie. Donc, et c'est bien que tu parles de ça rapidement parce que je voulais justement faire une transition. En tant que podcast le plus gauchiste de la galaxie, on tenait absolument à t'offrir, Lane, la possibilité de faire une lecture politique et militante de ce livre. Et du coup, t'as très bien commencé. Est-ce que tu penses que ce bouquin, enfin j'ai l'impression, hein, tu viens de le dire à demi-mot, mais en fait ce livre c'est complètement une œuvre militante en fait. C'est tout à fait une œuvre militante. Le docteur Kemshaw a pris à la lettre ce que j'appelle le message de Star Wars au-dessus de tous les autres. Star Wars a beaucoup de messages à faire passer. Star Wars a presque autant de messages à faire passer qu'il y a eu d'auteurs qui a travaillé dessus. Mais s'il y a bien un message au-dessus de tous les autres, pour moi, qui englobe tous les autres, c'est que Star Wars est contre toute forme d'oppression. Voilà. Ouais, tu l'as écrit dans ton article. Je l'ai écrit dans mon article. Très bien, je trouve. Hein. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est le message qui est au-dessus de tous les autres. Et donc, nos deux auteurs, finalement, ils ont pris ça au pied de la lettre et ont montré un peu toutes les formes d'oppression que pouvait commettre l'Empire et donc toutes les formes d'oppression qui existent encore dans notre monde. Et donc, pardon, oui. vas-y. Non, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, en tant que fan de Star Wars, c'est important pour toi des œuvres on ne peut plus militantes comme ça sur Star Wars qui réfléchissent même à ce qu'est Star Wars. Alors c'est important, mais j'ai quand même envie de dire, faut pas oublier que ça reste un divertissement et je suis plutôt adepte pour Star Wars dans une certaine mesure que ça reste sous la forme de la métaphore. Je vais... Ce qu'a fait Kemshaw, finalement. Ce qu'a fait Kemshaw, c'est un peu limite. Enfin, je veux dire, c'est tellement flagrant, que c'est plus de la métaphore. Non, ce que je veux dire, c'est que on a eu tellement récemment, ces 2 dernières décennies, de réalisateurs, mais aussi d'auteurs de livres, qui ont vu leur message détourné par l'extrême droite, justement. Donc Star Wars, hein, par exemple, mais il y a aussi les Wachowski, qui on a vu l'extrême droite se réapproprier Matrix. Je pense au Punisher, tiens, par exemple, avec les néo-nazis qui ont des tatouages avec le crâne du Punisher. Oui, c'est vrai. Alors moi, je t'avoue que je connais pas du tout le Punisher, mais j'ai cru comprendre que c'était pas du tout à la base un truc d'extrême droite. Non. Et qu'en fait, même le Punisher est généralement assez violent avec les fachos et tout, genre vraiment il n'en fait pas de cadeau quoi. Tout à fait, en fait ils se sont appropriés le côté du Punisher qui est se faire justice lui-même. Ouais. Sauf que le Punisher se fait justice lui-même envers des criminels et des fachos. Alors que là on a des fachos qui veulent se faire justice eux-mêmes contre des antifas par exemple. Ou contre des innocents, tout simplement. Ou contre des innocents. Ouais, bah, oui. Je dis pas que les antifas sont pas innocents, mais voilà, contre des gens qui juste n'ont rien demandé et sont pas du tout là pour la bagarre, quoi. Ouais. C'est ça. Donc en fait, je reprends. On a tellement eu de messages, de métaphores détournés par les personnes que la métaphore voulait critiquer, que ces dernières années, j'ai remarqué, les réalisateurs, les auteurs, ne prennent plus de gants avec les métaphores. On prend Matrix 4 par exemple. Matrix 4, le propos on emmerde les fachos, c'est pas une métaphore dans le film. Hein. Ouais, mais je te répondrai après. Vas-y. Ouais. Il est flagrant. On prend le Glass Onion de Rian Johnson. Faut pas,
on voit tout de suite que le bad guy dans le film, c'est un pseudo Elon Musk, quoi. Y a pas à chercher bien loin pour voir qu'il y a plus de métaphore. Donc voilà, donc les auteurs, ils en ont marre de voir leurs propos détournés, donc ils sont de moins en moins subtils dans leur œuvre. Pour moi, Star Wars doit rester subtil. Star Wars reste quand même, avant tout, une œuvre pour enfants, pour adolescents. Donc on va pas aller mettre ce genre de message très politique en première couche de lecture. Faut le laisser pour la deuxième ou la troisième couche. Ok, et pour autant, moi je trouve que ça fonctionnait pas trop mal sur Andor, même sur The Acolyte plus récemment, même si c'est moins frontal peut-être. Oui, je suis d'accord. Alors sur Andor, sur Andor, c'est assez frontal. Mais Andor, quand on voit la série, on n'est plus sur une série pour enfants. Oui, bien sûr, oui. The Acolyte, on est quelque part entre les deux. Ouais, c'est vrai. The Acolyte, on est un peu entre les deux. Donc je dis pas que Star Wars doit rester du divertissement sur toutes ses œuvres. De temps en temps, un message bien politique dans Star Wars, ça me va très bien. Mais disons que pour les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essayons de laisser la politique en deuxième lecture pour mettre du divertissement en première lecture. Moi, je pense que les deux sont forcément liés et à titre personnel, c'est mon opinion complète, tu peux pas faire vraiment l'un sans l'autre en fait. Oui, dans tous les cas, tu peux pas faire de Star Wars sans politique. C'est impossible. C'est là dès le premier film. C'est là dès le premier film, c'est même très frontal. George Lucas ne s'est jamais caché. Il a toujours eu même une démarche militante, je pense qu'on peut le dire. À sa manière, George Lucas militait dans les années 70 contre l'impérialisme américain dont il est issu et qu'il utilisera à son escient. Mais voilà, c'est à mon avis, Star Wars. C'est toujours bon de rappeler que l'Empire dans Star Wars, avant d'être des nazis, c'est l'armée américaine. Voilà, c'est ça. Ouais, non mais complètement. Voilà. Ouais. Et j'avance pas ça comme ça. C'est George Lucas qui l'a dit lui-même en interview. Voilà. Oui, il s'en est jamais vraiment caché. C'est ça. Non, mais je pense que c'est un point important à rappeler parce que ça a toujours l'air de surprendre un certain nombre de personnes. Ouais, non mais complètement. De toute façon, dans le titre, il y a Wars et une Wars, c'est forcément politique, une guerre. Vraiment, c'est obligé. D'une quelconque manière, c'est politique. Ce que tu disais sur la réappropriation, ça m'a fait penser au livre de Kevin J. Wetmore, The Empire Triumphant, Race, Religion and Rebellion in Star Wars Films, qui a été édité par McFarlane en 2005, qui parle en fait de la politique dans Star Wars et de comment est-ce que avec les années des personnes de tous bords politiques se sont réappropriées Star Wars. Et il explique en gros que c'est pas si étonnant en fait que y ait des fachos qui se soient dit ah c'est pas mal ça, tu vois. Et c'est intéressant, je vous conseille cette lecture. C'est beaucoup plus difficile à lire que Chemtrails, je trouve, mais c'est quand même intéressant. Tu vois, même des fachos s'y retrouveraient avec le livre de Chemtrails parce que en listant les mécaniques par lesquelles l'Empire émerge et donc les choses à surveiller, les fachos pourraient y voir un mode d'emploi. C'est terrible. Ouais, non mais t'as raison. Ouais. Mais encore une fois, il fait tellement bien le travail que même moi, si un jour je me mets à écrire des bouquins et j'ai envie d'écrire un empire crédible, je reprends le mode d'emploi qu'il a fait là dans The Rise and Fall of the Galactic Empire et j'arriverai à écrire un empire très crédible dans n'importe quel bouquin que je pourrais écrire un jour. C'est fou. D'où vraiment la lutte contre le fascisme et l'extrême droite qui doit être poussée davantage et faut pas laisser les fascistes prendre tout ce qui se passe sur cette planète, quoi. Surtout qu'il invente rien, chacun de ces exemples, chacun de ces mécanismes,
il les invente pas, hein. Enfin, il a pas à chercher bien loin pour les trouver, hein. Ouais, parce que finalement, dans son livre, il montre bien que, voilà, enfin, tu disais dans ton article que, voilà, enfin, c'est flagrant, en fait, les relations entre l'état politique actuel, même au-delà du nazisme, hein, l'état politique actuel, J'enregistre le podcast. Et en fait, la galaxie lointaine, très lointaine, quoi. Ouais. Tout à fait. Il y a Jessie qui vient de rentrer, je t'explique. Yes, t'inquiète, voilà. t'inquiète, pas de soucis. Il vient de passer la porte. Bonjour à lui. Il t'entend pas, mais Adrien te dit bonjour. Tu lui diras bonjour. Voilà, il te dit bonjour aussi. Sur quoi on va pouvoir rebondir là-dessus, tu penses Attends, je le laisse juste... Ah, à ce point-là, Jessie, il reste une bière dans le bac. Je vais prendre une bière et je vais te faire un cocktail. Alors, comment reprendre? Tac, tac, tac. On a épuisé nos notes, hein. Ouais, non, j'allais te demander si tu comptais dérouler l'article que j'ai écrit en mettant un exemple de chez nous pour chaque ligne. Ça risque d'être un peu long et rébarbatif. Peut-être pas forcément, ouais. Non, mais voilà, l'idée, c'est vraiment que tu partes en mode militantisme à fond, quoi. Ce que tu peux pas dire sur Star Wars Universe, quoi. Je réfléchis. Bon, vas-y, je t'écoute. Ouais, je réfléchis. Tu veux que je te lance ou pas, tu me dis? Ouais, je réfléchis rapidement. Ouais. On peut faire un point sur l'argent. C'est pas mal. Parce que c'est ce qui se passe chez nous. On enlève aux pauvres pour donner plus aux riches, les riches qui, sous le manteau, financent le gouvernement autoritaire, et pour faire accepter la chose aux pauvres, on utilise le racisme. Ouais, je te lance, du coup. Comment tu veux que je te lance? Ouais, vas-y. On disait quoi? T'en parles dans ton article de ça? Oui, j'en parle dans mon article de ça. Ouais, c'est bon, je vais te lancer, je vais te trouver. Ok. Lane, tu évoques dans ton édito sur le site de Star Wars Universe l'importance de l'argent dans la domination politique des élites et de l'extrême droite. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors oui, j'en ai parlé finalement dans la manière dont le gouvernement s'installe, comment le gouvernement, son ascension, le gouvernement autoritaire de Palpatine. Il utilise un truc vieux comme le monde, il utilise la guerre des clones. Il dit que à cause de la guerre des clones, il y a eu un ras-le-bol dans la galaxie, ce qui est normal, et que les peuples étaient prêts à tout pour revenir à la normale. Ils étaient prêts à tout jusqu'à accepter la mise en place d'un gouvernement autoritaire tel que celui de l'Empire. Et ils étaient aussi prêts à tout pour avoir une baisse des impôts, puisque la guerre ça coûte cher, et donc Palpatine a baissé de manière importante les impôts auprès des populations, notamment les classes moyennes et aisées. En fait, il l'a fait dans les mondes du noyau, des colonies, tous les mondes où était mis en place son administration, l'administration de la République et de l'Empire à venir. Dans ces mondes-là, il voulait que les gens soient calmes, heureux, donc baisse des impôts, sauf que la baisse des impôts, il faut récupérer de l'argent quelque part. Et c'est là qu'il va commencer à capter toutes les richesses qu'il peut capter dans la bordure extérieure et bordure médiane. Ça va sur les mondes miniers, sur les mondes agricoles, donc finalement chez les populations les plus précaires. Il va aller finalement chercher l'argent chez les plus pauvres pour financer les plus riches. Ce qui rappelle... Ça me dit un truc, ça. Voilà, ce qui rappelle beaucoup ce qu'on peut voir, après 7 ans de politique macroniste. Et c'est aussi le projet en fait de la droite et même de l'extrême droite, hein, d'enlever les impôts petit à petit et de faire en sorte que les plus riches payent moins d'impôts. Ça c'est dans le programme. Hein. Oui, parce que finalement Palpatine et les hommes politiques de chez nous ont besoin d'argent pour être élus, et cet argent, ils l'ont grâce aux donations des personnes les plus riches.
Il suffit de voir un peu qui finance les campagnes, que ce soit aux États-Unis, les campagnes présidentielles, etc., que ce soit aux États-Unis, chez nous ou dans un certain autre nombre de démocraties. Donc, il a besoin de mettre les riches dans son camp, Palpatine. Et donc pour ce faire, ça va vers des exonérations, mais aussi ça laisse faire un certain nombre de montages fiscaux. Chris Kemshall en parle dans le livre. Ça les laisse faire et ça montre bien qu'il y a une libre interprétation et une libre application des lois. Les lois sont pas appliquées de la même manière à tout le monde. Il y a beaucoup de laisser-faire si les personnes sont utiles à l'Empire. Le dernier... Est-ce que ça... Pardon. Oui. Je t'en prie. Vas-y. Non, vas-y, continue. Ok. Le dernier point, c'est de faire accepter aux plus pauvres qui vont le devenir encore plus. C'est de faire accepter à ces personnes déjà très précaires qu'elles vont l'être encore plus. C'est faire accepter qu'il y aura plus en plus de personnes précaires. C'est faire accepter que des mondes entiers vont être ravagés. Bon, on arrive sur un petit message écologique aussi dans le livre, que des mondes vont être ravagés et donc les gens vont avoir des conditions de vie en perpétuel déclin. Donc faut faire accepter tout ça à ces gens. Donc Palpatine va utiliser des boucs émissaires. Les tout premiers, ça l'arrange bien, c'est les Jedi. Il va théorie du complot, et ça tombe bien puisque la galaxie voyait déjà les Jedi d'un mauvais œil. Les Jedi, si on regarde pas les films, aux yeux de la galaxie, ils sont perçus comme une élite au-dessus du peuple, libres d'agir à leur guise. Ils vivent dans des beaux temples dorés, et le pire aux yeux du peuple de la galaxie, c'est que les Jedi sont des personnes dont leur morale leur accorderait tous les droits. Puisqu'ils savent mieux que tout le monde, faut faire ce qu'ils disent. Donc Palpatine, il a pas besoin d'aller bien loin pour retourner le peuple de la galaxie contre les Jedi. Et donc en utilisant ce pseudo-complot qu'il aurait subi ou que la République aurait subi, il peut justifier ses premières mesures d'ordre et de sécurité qu'il impose à la galaxie. Il peut justifier l'instauration d'un empire. Donc ça, c'est le premier bouc émissaire pour faire accepter les choses aux plus pauvres, aux plus précaires et à la galaxie en général. Le deuxième bouc émissaire, ou plutôt les deuxièmes boucs émissaires, tout simplement, ça sera les aliens. Donc on revient sur le racisme, où on va dire que finalement, si les gens sont pauvres, c'est parce qu'il y a tout un tas d'aliens là qui captent des richesses qui devraient revenir au peuple. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on en revient à la ménagère avec ses 3 enfants qui a 1 tonne d'allocation familiale, et c'est pour ça que les gens sont pauvres, quoi. Parce que l'État arrête pas de donner des allocs aux personnes dans les cités. Ouais, putain. Donc ça, c'est pour faire accepter à la galaxie et aux plus pauvres que s'ils sont pauvres, c'est pas la faute de l'Empire, c'est la faute des méchants aliens qui, je le rappelle, vivent entre eux, sont communautaires, sont tous des criminels. Donc c'est absolument pas la faute de l'empereur et de l'Empire. Ok, non mais ouais, c'est quand même assez limpide les rapports qu'il y a entre cette galaxie et la nôtre. C'est terrible. Okay. Ouais. Que ce soit donc voilà l'aspect financier, l'aspect raciste, les hommes politiques aussi. Il va décrire un peu l'ascension de certaines figures de l'Empire, le Moff Tarkin, l'amiral Thrawn, etc. Donc même là, on peut voir des petits parallèles. Il va dire par exemple que certains membres du gouvernement impérial n'hésitent pas à se mettre en scène avec des sportifs qui viennent de gagner un titre. Ah ouais. Donc là, si vous avez regardé les JO un peu cet été. Ah ouais, purée, ouais, c'est vrai que c'est. Ou les matchs de foot où Macron descendait sur le terrain. Voilà, même là on voit des parallèles avec notre monde à nous. C'est fou ça, c'est quand même c'est ok, d'accord.
Et question, est-ce que on parlait de l'aspect financier tout à l'heure et tout ça, est-ce qu'il parle un peu du système de santé? Est-ce que ça parle de sécu un peu dans ce livre ou pas du tout? Non, la santé, non. L'éducation est mentionnée. Non. Mais pas la santé, non. D'accord, ok. Et ils disent quoi sur l'éducation rapidement? Bah, ils disent que en fait, ils vont essayer de faire passer des lois pour qu'ensuite les familles humaines aient des excuses pour mettre leurs enfants uniquement dans des écoles humaines. Ok, d'accord. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même. Ouais. Après, il dira aussi que à l'école, il y a tout un narratif sur l'Empire, un narratif mensonger, bien sûr, propagande. Ouais, le roman national, quoi. C'est ça qui est raconté, alors qu'il y a beaucoup de mensonges derrière. Voilà. Ouais, ce qu'aimerait complètement. Je vois en France l'extrême droite, tu sais, ils demandent qu'on parle de Napoléon à l'école, qu'on parle de Jeanne d'Arc et toutes ces figures. Complètement inutile de l'histoire du pays, alors que bon, les enfants, les programmes s'intéressent pas forcément à ça, quoi. C'est ce qui est normal. Ok. Eh ben écoute, super intéressant, mon petit Lane. Dans ton édito sur le bouquin, tu évoques les rapprochements évident entre l'Empire et Star Wars, entre l'Empire dans Star Wars et le fascisme dans la vraie vie. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en te lisant, je me suis dit qu'en fait, tu profitais de ce parallèle pour en dresser un autre, et j'aimerais qu'on en parle un petit peu, avec la consommation de Star Wars. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, Star Wars est contre l'oppression, et en fait, pour toi, consommer du Star Wars, est-ce que c'est politique déjà? Est-ce que pour toi, ça veut dire quelque chose? Est-ce que Star Wars est bien consommé? Est-ce que tu voudrais qu'on en parle un peu? Ça dépend. Je vais pas imposer aux gens la manière dont ils doivent regarder ou lire Star Wars. Chacun est libre. On pourrait pas. Voilà. Chacun est libre de regarder, lire Star Wars suivant juste ses expériences. On n'a pas tous la même vie, on voit pas tous Star Wars de la même manière. Je prends mon cas. L'histoire comme quoi la bataille d'Endor, c'est la guerre du Vietnam face aux petits Ewoks qui représentent les indigènes, les indigènes, je vais pas appeler les Vietnamiens des indigènes, face aux locaux, tout simplement. Donc l'épisode 6 et la trilogie en général est une métaphore de la guerre du Vietnam. Moi, je l'ai su quand j'ai fait une conférence avec justement Thomas Negaroff. C'est lui qui me l'a dit. Donc voilà, j'ai su ça il y a 10 ans, alors que même pas 10 ans, alors que Star Wars je consommais déjà depuis une quinzaine d'années. On connaît pas bien la guerre du Vietnam en France en vrai. Oui. On la connaît pas beaucoup. Oui, déjà. Ouais. Et puis ensuite, je suis pas historien, je suis pas spécialiste de l'histoire des États-Unis, donc mon histoire personnelle faisait que ce fait-là, qui est pourtant très important pour comprendre Star Wars, je le connaissais pas. Parce que on a des histoires différentes, on a des connaissances différentes, on a une culture différente. Donc c'est pas à moi de dire la manière dont on doit consommer Star Wars. Y a des gens qui pouvaient penser que la guerre du Vietnam était une bonne chose, donc qui sont en désaccord avec la trilogie, mais qui peuvent aimer la trilogie pour autant, parce que ça reste un divertissement. On les emmerde, hein. Soit dit en passant. Y en a qui peuvent ne pas croire que nos démocraties sont de plus en plus corrompues. Il y en a qui peuvent penser que les femmes ont assez de droits, que c'est bon, le féminisme il a gagné. Je vais pas faire changer ces gens d'avis. La seule chose qui me semble important, qu'on veuille voir un message dans Star Wars ou qu'on ne veut pas en voir un, c'est que Star Wars est pour tout le monde. Et si c'est pour tout le monde, c'est bien la preuve déjà que Star Wars est contre toute forme d'oppression. Et donc dans ce cas-là, même si on choisit d'y voir seulement du divertissement, ça n'efface pas les messages de Star Wars, et ça n'autorise pas les gens qui regardent Star Wars, qui apprécient Star Wars, à reproduire les mécanismes qu'utilisent les méchants de ces films. Absolument, c'est
très beau ce que tu dis. Et c'est vrai que quand tu dis que Star Wars est contre l'oppression, nous à Faucon Millennial, on ne peut pas être plus en accord avec cette phrase. Hein. Star Wars, c'est des valeurs d'amour, d'amitié, de partage, littéralement de partage. Hein. Obi-Wan il partage avec Luke ses connaissances, son sabre laser, voilà, plein de choses. Le partage c'est très important dans Star Wars. Et comme tu dis, Star Wars c'est contre l'oppression en fait. Que vous le vouliez ou non, les fachos dans les films, bah vous êtes les méchants quoi. C'est ça. Donc si on aime Star Wars, à défaut d'y voir un message, essayons de ne pas reproduire les mécanismes de ces méchants. Merci Lane, merci infiniment d'être venu parler de ce livre. Hein. On rappelle le titre et l'édition Rise and Fall of the Galactic Empire aux éditions DK, donc Darling Kindersley, écrit par Chris Kemshaw. Merci Lane, merci beaucoup d'être venu. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Et vraiment, tu reviens quand tu veux. Vite, je l'espère. Tu voulais terminer cette... Attends, déjà, pardon. Où est-ce qu'on peut te trouver, mon cher Lane? Bon, donc on peut me trouver sur Star Wars Universe, où je fais les critiques des différentes publications littéraires Star Wars, principalement les romans. Je me suis un peu ennuyé ces dernières années sur les critiques comics, donc si je viens faire une critique comics, c'est que le comics m'a vraiment marqué, en bien ou en mal. Donc principalement critique de romans, et sinon bah, je suis sur Twitter à @LaneAnksu avec 2 O à la fin. Voilà. LAINANKSOO. Tout à fait. Voilà. Pour être précis. Merci encore. Tu voulais terminer avec la dernière phrase du livre. Est-ce que tu pourrais me la lire, s'il te plaît? C'est tout à fait. Je préfère laisser le mot de la fin à l'auteur lui-même, les auteurs finalement. Voilà, c'est vrai. Qui après tout un paragraphe sur le devoir de mémoire que doivent avoir les historiens, termine merveilleusement le livre avec un Fight the Empire, it begins with you. Donc en français, combattez l'Empire, ça commence avec vous. C'était Faucon Review. Merci Lane. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Et voilà, ça c'est fait. Bon Super. courage Grushkov pour le montage. Même si je pense qu'en disant ça, il a déjà monté tout l'épisode et du coup il répondra ça à la fin. Mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Bon, ça va, 52 minutes. Ouais, on a été. En plus, on n'a pas fait trop de ratures ni rien. Ça, Ouais. je pense que ça va. Ça va. Ouais.